Tout ça pour vous dire que dans l'histoire, c'est pas blanc-bleu. On est tout le temps dans une zone opaque. Voilà. Et donc je continue mon histoire. En 1948, évidemment, Ben Gourion crée Israël. En 1948, il fait une déclaration d'indépendance. Dans cette déclaration d'indépendance, il est écrit noir sur blanc que dans l'État d'Israël, l'homme et la femme ont les mêmes droits. Il y a une égalité de l'homme et de la femme. Ben Gourion ne fait pas de constitution. Il ne bétonne pas les institutions. Pourquoi? Parce que c'est un pays naissant et que ça arrive de partout. Quand il démarre, il y a 800 000 personnes. C'est tout petit. D'accord? Mais il se dit, si je commence à mettre des carcans, il ne fait pas de constitution, il se dit, je fais une déclaration, et la constitution, on verra plus tard. Aujourd'hui, Israël n'a toujours pas de constitution. Et c'est un problème. Un avocat comme Eliade Shraga a proposé déjà des constitutions. Ça ne fait pas la une de la presse, ça devrait. C'est un élément majeur pour Israël d'avoir une constitution, de protéger les institutions, notamment judiciaires, de toute réforme qui pourrait amener à une dictature. Voilà. Donc ça, c'est un élément majeur dont on a besoin aujourd'hui. Si on veut construire demain, il faut ça. Et donc, il part sur une société laïque qui absorbe du monde avec l'égalité homme-femme. Petit à petit, ça grandit. On arrive à 2 millions de personnes dans les années 60. Dans les années 80, on se rend compte que le poids de l'État en Israël est très important et que ça pose un problème économique. On va réduire le poids de l'État. On arrive en 80, les accords d'Oslo, je ne sais plus, c'est 95 ou j'ai plus la date exacte en tête. Mais les accords d'Oslo, parlons-en parce que ça, c'est quelque chose de majeur aussi dans ce qui se passe aujourd'hui. Clinton demande à Yitzhak Rabin de signer les accords d'Oslo avec Yasser Arafat. Clinton, sa femme ou lui? Lui, il est président. Il est président, mais en chute libre. Quand ils veulent signer Clinton signe président des États-Unis. Yitzhak Rabin, Premier ministre. OK. Arafat voit le président des Palestiniens. Il dit non, mais je ne suis pas président des Palestiniens. Je suis président de l'OLP. C'est pas la même chose. Et donc il est président de l'OLP. Et donc c'est vrai que les Palestiniens n'ont pas eu un représentant qui les représentait, qui a signé pour eux. Il y a eu le président de l'OLP, mais ce n'est pas les Palestiniens. Et ça, le Hamas s'en sert dans son discours en disant nous, les accords d'Oslo, voilà, c'est pas nous. Et là, c'est un point sensible. Après, les accords d'Oslo, ils ont été contestés en Israël aussi. Enfin bon, ça... Et on connaît l'histoire, Yitzhak Rabin se fait tuer. Par qui d'ailleurs? Par un membre des colons, de l'extrême droite. En 2012, ce qui est sûr, c'est que le Qatar s'intéresse à la bande de Gaza. Al-Thani vient en 2012, il fait une visite, ce qui est assez rare quand même. Je crois que c'est un des rares représentants du monde arabe qui est venu dans la bande de Gaza. Et on décide de la reconstruction, de la construction de Gaza. Gaza, avant les événements, c'était une partie du monde arabe qui était très correcte. La première erreur, l'argent est versé en cash, en billets de banque, en dollars, par billet de 100, d'accord? Donc c'est pas traçable. Or, l'économie de la bande de Gaza, elle est en shekel, elle n'est pas en dollars. L'économie d'Israël, c'est du shekel. Donc on pouvait transférer l'argent en dollars à la Banque centrale d'Israël, laquelle faisait le transfert des shekels en cash, s'il faut du cash, il n'y a pas de problème. On peut faire des virements aussi, il y a des banques à Gaza, mais s'il faut du cash, on fait du cash, mais on fait du shekel. Mais là, le choix de faire un financement en dollars et en billets de banque, il est meurtrier. Parce que ça va permettre au Hamas, d'abord de faire des gains sur le dos de la population en faisant des gains de change, et en plus d'acheter des armes et de financer ces tunnels. Là où c'est intéressant, et ça vous pouvez le vérifier, je suis sûr que nos internautes qui sont derrière l'écran vont se faire un plaisir de tapoter,
Vous avez une société qui est sous sanction américaine, depuis bien avant les événements, qui s'appelle Trend GYO, Trend T-R-E-N-D, GYO. Elle est cotée à Istanbul. On tapote et on regarde le graphique du cours de l'action. Avant, après le 7 octobre. Cette société, moi je pense, et c'est mon opinion, elle a participé à la construction des tunnels, c'est mon opinion. Qui donne cette réputation? Les États-Unis. Bon. Et qui aux États-Unis? La justice. Le fait est que quand on construit un réseau de tunnels qui est aussi important que le métro parisien, plus étroit, mais aussi important en termes de kilomètres, d'accord? Ça se voit, ça se sait. Le tunnel, c'est pas pour transporter des marchandises ou pas pour des problèmes humanitaires. C'est une arme par destination, le tunnel. Le but du jeu, c'est d'aller attaquer le voisin. Et donc, ça se voit. En 2014, il y a des membres de l'unité 8200 qui écrivent à l'époque à Netanyahou et qui se disent « Moi, je ne veux plus faire la surveillance qu'on fait sur la bande de Gaza parce qu'elle est trop extrême. » Et donc, ils se font virer d'ailleurs. Il y en a une quarantaine qui se font virer. Bon. Donc, la surveillance, elle est bien là. Mais extrême en quel sens? Ils trouvent que c'est tellement intrusif que ça les choque sur le plan de l'éthique. En termes de cheval de Troie, de zone sur place, de caméras dans les tunnels. Tout, mais tout. La bande de Gaza, c'est l'endroit peut-être le plus surveillé du monde. Bon. C'est pas l'Élysée? Non. Oh ben. Donc, la preuve en est donc que ces gens, en 2014, écrivent cette lettre. C'est dans les journaux israéliens. Le financement continue. On arrive en 2018. Le procureur Mandelblit s'inquiète du financement de la bande de Gaza qui prend des proportions. Il fait une réunion avec les différents services. Résultat des courses, Netanyahou utilise son autorité pour dire « Moi, je suis Premier ministre, on continue et ça se fait comme ça ». Les documents que j'ai amenés avec un collègue de la CIA et avec la police jordanienne montrent qu'à un moment, le Qatar fait un virement de 50 millions de dollars vers une ONG qui a son compte bancaire chez HSBC. HSBC, la compliance de HSBC refuse. Elle motive en disant « c'est du financement du Hamas, c'est du financement du terrorisme, on n'en veut pas ». Résultat des courses, le Hamas fait un document et le Qatar fait un document. Ce qui est bien avec la Banque centrale du Qatar, c'est qu'elle documente tout ce qu'elle fait parce qu'ils ont peur de se faire taper sur les doigts. Elle fait son document pour dire on va livrer du cash et on le donne à Netanyahou. Voilà. Donc, moi, ce que je demande avec ces documents-là, c'est une enquête. Qui c'est qui t'a diligenté pour faire ça? Alors, ça a fait l'objet d'un documentaire de la RAI. La journaliste, c'est Giulia Bossetti. Donc, la RAI, c'est une télévision publique italienne. Le documentaire, il doit faire à peu près 40 minutes. Dans ce documentaire, j'interviens, mais je ne suis pas seul. À mes côtés, on voit à l'écran quelqu'un comme Udi Levy, 35 ans de Mossad, une star en matière de financement du terrorisme. Il a fait son doctorat sur le financement du Hamas. Et quand il en parle, je veux dire, il connaît... le Hamas, il avait... Mais c'est des centaines et des centaines de sociétés à sa disposition. Même encore aujourd'hui. Le Hamas, c'est une énorme organisation criminelle à la base. Ça part petit politique, mais au fur et à mesure que ça grossit, ça devient une pieuvre. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens disent, mais il était encarté au Hamas, etc. Les pauvres Palestiniens qui sont dans la bande de Gaza n'ont jamais eu le choix que de payer leur dîme au Hamas. Pour tout, vous ouvrez un magasin, il faut payer, c'est du racket, tout le temps. Et donc, et le Yahya Sinwar qui a été tué, c'était quelqu'un qui était extrêmement cruel. Quand il arrêtait des Palestiniens, il en a mis en prison, il en a torturé, il en a tué. Je veux dire, ce gars-là n'avait aucune limite. Le tort qu'on a eu avec Yahya Sinwar, c'est de le tuer.